Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui avant le match de ce soir de l'équipe de France, j'avais envie de refaire une vidéo un peu historique sur l'équipe de France et aujourd'hui pour cette vidéo j'avais envie de revenir sur certaines anecdotes un peu drôles de l'équipe de France, un peu des anecdotes tout simplement historiques et donc on est parti sur ce sujet là. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous dis, je vous retrouve juste après le générique. Alors l'équipe de France elle a une très longue histoire et donc aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo pour raconter 5 anecdotes sur l'équipe de France. C'est des anecdotes que j'ai trouvées très intéressantes à apprendre, donc je les partage avec vous dans cette vidéo. Et la première anecdote est en lien avec le premier match officiel de l'équipe de France. Donc le premier match officiel de l'équipe de France survient face à la Belgique en 1904 et le premier buteur de l'équipe de France est un joueur qui a marqué durant ce match là et ce joueur là il s'appelle Louis Mesnier. Donc jusqu'à là tout est normal, c'est le premier buteur de l'équipe de France, mais c'est l'anecdote qu'il y a autour de sa présence sur la feuille de match et notamment sous le nom dans lequel il est apparu sur la feuille de match que j'ai trouvé intéressant. Parce que du coup en 1904 on est dans un moment où le football est amateur et donc où les joueurs sont à la fois joueurs de foot et salariés, ouvriers. Ils sont obligés pour la plupart d'avoir un métier à côté pour pouvoir survenir. Il n'y a pas de salaire lié à la fonction de footballeur et donc ce joueur là avec un autre joueur décide de mettre un pseudo sur la feuille de match. Donc Louis Mesnier il s'inscrit sous le nom de Didi parce que en fait le match a lieu en Belgique et à ce moment là pour faire Paris-Belgique il faut une dizaine d'heures et donc à cause de ce déplacement ce joueur là n'aurait pas pu être présent à son travail le lendemain du match et pour pas que son patron entende parler de sa présence dans ce match là et donc de son absence le lendemain au travail, il décide de mettre un pseudo pour pas que son patron le reconnaisse. Bon, bien entendu par la suite il va être reconnu parce que après le match son patron se sera bien aperçu qu'il n'était pas au travail le lendemain matin. Mais la première anecdote que je voulais évoquer c'est cette anecdote là parce que ça montre un peu l'histoire du foot et d'où on part dans le monde du football, parce que c'est vrai qu'à une certaine période le football n'était pas du tout professionnel, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de salaire lié à la fonction footballeur et quand on voit maintenant les sommes qui sont déboursées pour les joueurs, je trouvais cette anecdote très intéressante pour comprendre un peu l'histoire du foot. La deuxième anecdote, elle va avoir lieu 4 ans plus tard lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908 et cette fois-là c'est une anecdote que je trouve assez drôle parce que cette année-là pour ces Jeux Olympiques là l'organisation en charge de l'équipe de France décide d'envoyer 2 équipes de France, l'équipe de France A et l'équipe de France B. Alors je ne sais pas comment c'est possible d'un point de vue juridique, mais en tout cas on a réussi à le faire et on décide d'envoyer ces 2 équipes là pour avoir plus de chances de gagner la compétition. On se dit qu'en envoyant 2 équipes de France, on aura certainement beaucoup plus de chances de la gagner que si on n'en envoie qu'une et que sur les 2 équipes il y en a bien une qui va aller au bout. Et ce qui est assez drôle par rapport à cette anecdote, c'est qu'au final les 2 équipes vont se faire éliminer par le même adversaire sur des scores honteux parce que du coup on arrive quand même à atteindre les quarts pour pour l'équipe B et les demi pour l'équipe A, mais au final l'équipe B se fait sortir par le Danemark après une défaite 7-0 et l'équipe A se fait sortir en demi-finale par ce même Danemark sur un score de 17-1. Donc en fait ça partait d'une bonne idée, je pense que c'était une assez bonne idée, envoyer 2 équipes c'est sûr qu'on a plus de chances que les autres, mais au final on a subi 2 humiliations presque coup sur coup, donc je trouvais cette anecdote assez drôle à raconter et
c'est une anecdote que j'ai retenue et je voulais vous la raconter dans cette vidéo. Je pense qu'elle avait tout à fait sa place. Pour la troisième anecdote, j'avais envie de parler de grève en équipe de France. Je pense qu'on a tous en tête ces images de la grève à Kisna en 2010. Mais c'était pas la première grève que l'équipe de France a connue, puisque l'équipe de France a connu une grève en 1913, donc bien sûr c'est pas une grève comme on peut la penser aujourd'hui, mais en 1913 c'est toujours lié au statut de footballeur. L'équipe de France à cette époque-là était dirigée par plusieurs organisations très rivales entre elles, elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc au final l'équipe de France a dû jouer un match à Londres et 2 jours plus tard aller à l'autre bout de l'Europe, et à ce moment-là les transports n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, donc il fallait prendre beaucoup de temps pour traverser l'Europe. Pour aller ne serait-ce qu'en Belgique il fallait 10 heures, donc c'était des temps de trajet extrêmement longs, et donc l'équipe de France se retrouve à jouer 2 matchs très éloignés à 2 jours d'écart, et donc certains joueurs parisiens demandent des indemnités pour compenser leur absence de revenus due à leur absence au travail, sauf que du coup les organisations refusent de leur donner, et donc la plupart des joueurs parisiens à ce match-là déclarent forfait, et donc l'équipe est obligée d'appeler des joueurs qui jouent à Lille dans le Nord, et donc c'est en soi la première grève de l'équipe de France. Elle est bien loin de ce qu'on a connu en 2010, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ont refusé de jouer pour la sélection nationale pour des raisons salariales, parce que encore une fois à cette époque là les salaires des footballeurs n'existaient pas, c'était même pas des petits salaires, il n'y en avait même pas, les footballeurs ils n'étaient pas encore considérés comme professionnels, et donc c'est cela qui a mené à la première grève. Avant-dernière anecdote concernant l'équipe de France, on fait un bond dans le temps cette fois-ci et on arrive en 1930, année de la première Coupe du Monde en Uruguay, et pour cette Coupe du Monde l'équipe de France se déplace en bateau. Pour aller en Uruguay à cette époque là il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens, donc on y va en bateau. Durée de la traversée 2 semaines, donc c'est une traversée très longue et très coûteuse du coup, et pour passer cette traversée l'équipe de France va faire la traversée avec la Belgique et la Roumanie, et ces 3 équipes vont faire la traversée ensemble, et voilà, c'est une anecdote qui est assez peu commune, parce que c'est vrai que maintenant les transports sont à la charge des fédérations et ça serait impossible de voir 2 sélections voyager ensemble, et je trouvais cette anecdote très intéressante. Et en plus il y a une anecdote dans cette anecdote, et cette anecdote c'est que la Coupe du Monde a été inventée par un Français, Jules Rimet, qui embarque avec l'équipe de France à ce moment là sur le bateau qui s'appelle d'ailleurs le Conte Verde, et dans ses valises ce jour là emmène la Coupe du Monde, parce que c'est une création française et donc c'est nous qui avions la Coupe du Monde, et on l'a emmenée en Uruguay pour pouvoir la remettre aux gagnants. Et enfin on arrive à la dernière anecdote, et la dernière anecdote c'est celle du bâton de Nazazi, j'espère que je prononce bien, et en fait ce nom-là, c'est le nom d'une compétition virtuelle. C'est une compétition qui compte le nombre de matchs invaincus des équipes, et en fait le gagnant de cette compétition entre guillemets c'est l'équipe qui a passé le plus de temps sans avoir perdu de matchs, que ce soit match officiel en Euro, en Coupe du Monde ou matchs internationaux, ou matchs amicaux, ça englobe vraiment tous les matchs. Et pour l'instant c'est l'Italie qui possède ce bâton de Nazazi. Depuis qu'ils ont gagné face à la Pologne en novembre 2020, ils n'ont pas perdu depuis, donc c'est eux qui possèdent ce bâton-là, ce titre-là. Cette compétition, elle prend en compte que le match qui dure 90 minutes, donc c'est-à-dire que si tu perds en prolongation ou au tir au but, tu ne perds pas ton titre, et pareil, s'il y a égalité, tu gardes ton titre. Le seul moyen de remporter le titre pour les autres équipes, c'est de battre le tenant du titre dans les 90 minutes imparties et non pas en prolongation. Et on est plutôt bon, nous Français, dans cette compétition virtuelle, puisque on a été tenant de ce titre virtuel donc à 8 reprises. Et donc voilà, c'est assez drôle de penser qu'il y a une compétition un peu virtuelle. Je ne savais même pas qu'elle existait, je l'ai appris en faisant des recherches, donc j'avais envie de partager aussi cette anecdote là.
Donc voilà pour cette vidéo. Avant le match de ce soir, j'avais envie de revenir un peu sur les anecdotes un peu communes de l'équipe de France, et je trouve que l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France, elle est riche pour cela, pour les anecdotes un peu bizarres, donc j'avais envie d'en faire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous retrouve demain pour le débrief du match de ce soir, et salut!